Lundi 11 novembre 2013, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce journal. Le tribunal administratif a rejeté la liste des candidats pour l'ISI de l'ANC. Les prix du sucre, du thé et du café augmenteront en 2014. L'audition du rédacteur en chef du journal Sahaf a reporté au 21 novembre. Suite à la répression des autorités saoudiennes contre les immigrés clandestins, l'Éthiopie rapatrie ses ressortissants. Et nous finirons ce journal avec des images de la foire aux chameaux qui se tient en Inde au mois de novembre chaque année. Le tribunal administratif a décidé de rejeter la décision datée du 30 octobre 2013 du président de la commission de tri des candidatures pour l'instance supérieure indépendante pour les élections de l'Assemblée nationale constituante. Il s'agit de la décision portant sur la liste des candidats pour l'ISI qui devait être présentée à la séance plénière de l'ANC. Réagissant à ce rejet, Neji Jmel, membre de la commission de tri des candidatures à la nouvelle instance supérieure indépendante pour les élections, a indiqué aujourd'hui que le tribunal administratif aurait dû tenir compte de la crise par laquelle passe le pays actuellement avant de rendre un tel verdict. Il a affirmé dans ce sens que le tribunal administratif ne devait pas respecter les règlements à la lettre parce que cela risque de bloquer le processus politique dans le pays. Il a ajouté que 19 appels ont été déposés auprès du tribunal administratif et que 3 seulement ont été acceptés. L'un des appels émane d'une avocate dont l'appartenance au RCD dissous a été prouvée, a-t-il affirmé, avant d'ajouter que l'ANC ne peut refuser le verdict du tribunal puisque cela risque d'envoyer un message très négatif au peuple. Après l'augmentation des prix de l'essence et de la baguette annoncée par le ministre des Finances et qui entrera en vigueur au début de 2014, celle des prix d'autres denrées de base comme le sucre, le thé ou le café est soumise à l'étude, rapporte le journal Tunisaya de ce lundi. Par ailleurs, l'annulation des subventions sur les tomates en conserve est une hypothèse plausible selon la même source. L'audition par la justice du rédacteur en chef du journal As-Sahaf Lotfi Arbis Noussi a été reportée au 21 novembre prochain. Présent ce lundi au bureau du juge d'instruction, il lui a été notifié que son interrogatoire n'était pas en rapport avec l'article publié dans le journal As-Sahaf à la date du 26 juillet 2013, mais à un appel de la veuve du martyr Chokri Blaïd à la chute du gouvernement publié dans le même journal. Le comité administratif du syndicat des magistrats dénonce dans un communiqué publié aujourd'hui lundi les déclarations du chargé de mission auprès du ministre de la Justice sur El Watanaya 1 et qui constitue selon le syndicat des magistrats une menace de poursuite pénale à l'encontre des magistrats ayant observé une grève le 7 novembre courant. Selon l'agence TAP, un individu âgé de 32 ans a tenté de s'immoler par le feu ce lundi dans la rue Habib Bourguiba à Ariana. Monji El-Qavi, chargé de la communication à la direction centrale de la protection civile, a déclaré que le blessé originaire de la cité Ntileka a été atteint par des brûlures de 3e degré au niveau de la poitrine, du visage et des mains. Le jeune homme a été transporté au centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous. Selon une source sécuritaire, ce dernier souffre de troubles mentaux et de conditions sociales difficiles. Suite au naufrage d'un bateau de pêche à Monastir aujourd'hui, la protection civile et les agents de la garde maritime, à l'aide de pêcheurs, ont réussi à sauver 2 pêcheurs et sont à la recherche d'un 3e. Le tribunal militaire de première instance de Sfax a décidé de reporter l'examen de l'affaire des blessés de Saïda dans la délégation de l'Ghaib du gouvernorat de Sidi Bouzid au 9 décembre prochain. Cette décision fait suite à la requête de la défense et du chargé des litiges de l'État. Dans l'actualité internationale, la répression conduite par les autorités de Riyad a provoqué une flambée de violence durant le week-end. Dans un quartier pauvre de la capitale, 2 personnes, dont un Saoudien, ont été tuées et 68 blessés lors d'affrontements. La plupart des immigrés sont originaires de la Corne de l'Afrique et en particulier l'Éthiopie. La police avait donné un délai de 7 mois aux clandestins pour qu'ils régularisent leur situation, délai qui s'est terminé lundi dernier. Plus de 500 personnes ont été interpellées et des immigrés illégaux ont été pris à partie par des Saoudiens et des résidents étrangers. L'Éthiopie a décidé de rapatrier ses ressortissants en situation illégale pour garantir leur sécurité.
La coalition nationale de l'opposition syrienne a annoncé lundi son accord pour participer à des négociations de paix à condition que le président Bachar al-Assad remette ses pouvoirs et soit exclu de toute phase transitoire. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est félicité lundi à Abu Dhabi de cette décision qu'il a qualifiée de grand pas. Cependant, les responsables du régime ont clairement fait savoir à de multiples reprises qu'ils étaient hors de question de discuter à Genève d'un départ de M. Assad. L'opposition exige aussi l'ouverture de corridors humanitaires pour permettre d'acheminer des secours aux Syriens assiégés et d'évacuer des civils ainsi que la libération des prisonniers. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a défendu ce lundi la position de la France dans le dossier du nucléaire iranien après les critiques de Téhéran et l'agacement de certains diplomates accusant Paris d'avoir entravé les discussions à Genève. Le chef de la diplomatie française a ainsi estimé qu'un accord avec les Iraniens n'était pas loin. Il a également précisé que tous les négociateurs du groupe P5+1 étaient absolument tous d'accord. Les négociations entre l'Iran et le groupe P5+1, qui réunit la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne, se sont achevées dans la nuit de samedi à dimanche sans permettre d'aboutir à un accord provisoire sur le programme nucléaire de Téhéran. Une nouvelle réunion est prévue pour le 20 novembre prochain. L'Iran et l'agence du nucléaire de l'ONU ont trouvé un accord sur une feuille de route prévoyant une inspection du site d'Arak qui comprend une usine de production d'eau lourde, a annoncé lundi le chef de l'organisation nucléaire iranienne, Ali Akbar Salahi. Avec l'approche du gouvernement, nous sommes parvenus à une déclaration commune qui fixe la feuille de route pour la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré M. Salahi à l'issue d'une réunion avec le chef de l'AIEA, Yukiya Amano, en visite à Téhéran. L'Iran a notamment accepté volontairement que les inspecteurs de l'agence onusienne visitent l'usine de production d'eau lourde d'Arak et la mine d'uranium de Gachin, près de Bandar Abbas, au sud, a-t-il dit. Le vice-ministre iranien de l'industrie, Safdar Rahmat Abadi, a été tué dimanche dans un attentat en plein Téhéran, touché à la tête et à la poitrine alors qu'il montait dans sa voiture dans l'est de la capitale. Les investigations montrent que 2 coups de feu ont été tirés de l'intérieur du véhicule. La police n'a procédé à aucune arrestation. Un inspecteur spécial et un procureur ont été dépêchés sur place. D'autres meurtres ont eu lieu récemment, prenant pour cible des militaires, des procureurs et des scientifiques. Les États-Unis ont nié toute implication et Israël n'a fait aucun commentaire. Après avoir dévasté une grande partie des Philippines ce week-end, le typhon, considérablement affaibli, a touché terre au Vietnam tôt ce lundi matin. Par prudence, des évacuations massives de l'ordre de 500 000 personnes au moins ont été ordonnées. Aux Philippines, on commence seulement à mesurer l'ampleur des dégâts. Les autorités locales évoquent plus de 10 000 morts et de 2 000 disparus, faisant de Haiyan la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire récente du pays. Le typhon a détruit 70 à 80% des régions qu'il a traversées. Des vagues parfois hautes de 6 mètres et charriant des débris ont rasé des maisons et noyé des milliers de personnes. La dernière fois que j'ai vu quelque chose de cette ampleur, c'était à la suite du tsunami dans l'océan Indien qui avait fait 220 000 morts en 2004, a affirmé samedi soir le chef de l'équipe de l'ONU chargé de la gestion des désastres. Les portes d'accès au rectorat de l'université de Sofia, capitale bulgare, étaient cadenassées lundi matin par des étudiants qui réclament depuis plus de 2 semaines la démission du gouvernement de centre-gauche, a rapporté un photographe de l'AFP. Depuis le 26 octobre, certains auditoriums étaient occupés par quelques dizaines d'étudiants, entraînant l'annulation des cours. 18 des 51 universités sont partiellement touchées par ce mouvement. Dimanche, à l'occasion du 24e anniversaire du limogeage du dernier dirigeant communiste bulgare, Todor Zhivkov, plusieurs milliers de manifestants se sont joints aux étudiants. Plus de 190 pays étaient réunis lundi à Varsovie pour la 19e conférence climat de l'ONU qui doit poser les bases de l'accord global attendu en 2015 par Paris sur la limitation des gaz à effet de serre. Cette conférence, qui dure jusqu'au 22 novembre, vise à contenir le réchauffement de la planète qui pourrait frôler les 5 degrés Celsius si le monde ne prend pas de mesures sérieuses, ont rappelé en septembre les experts du GIEC.
Or, la communauté internationale s'est fixée comme objectif de limiter ce réchauffement à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Varsovie lance 2 années de négociations qui doivent déboucher en 2015 à Paris à un accord global ambitieux et légalement contraignant de réduction de GES qui entrerait en vigueur à partir de 2020. La capsule russe et ses 3 membres d'équipage ont atterri sans encombre tôt ce lundi dans les steppes du Kazakhstan en Asie centrale. Le cosmonaute russe Fyodor Lurtishkin, l'astronaute américaine Karen Nimberg et le spationaute italien Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne ont passé 166 jours en orbite. Leur mission aura notamment été marquée par le passage historique de la flamme olympique en vue des JO d'hiver de Sochi en Russie. La torche a passé 4 jours dans la station spatiale internationale et dans l'espace pour un étonnant passage de relais dans les étoiles. Elle va poursuivre son parcours sur Terre jusqu'aux Jeux qui débuteront le 7 février prochain entre la mer Noire et les montagnes de Caucase. Une expérience unique entre spectacle de magie et de cirque, animation de fêtes foraines, courses de chameaux et concours de beauté du bétail. La ville de Pushkar, au Rajasthan en Inde, est le théâtre d'un événement majeur chaque année, s'y déroule pendant 15 jours au moment de la pleine lune de Kartik Purnima, généralement en novembre, l'une des plus grandes foires aux chameaux au monde. Entre 4000 et 6000 personnes s'y pressent chaque jour sur les rives du lac Pushkar, des chameliers du désert de Thar et des milliers de pèlerins, sans oublier les nombreux touristes en provenance du monde entier. Les rassemblements se succèdent pendant toute la durée de la foire. Les habitants s'y rendent, habillés pour l'occasion de leurs plus beaux atours, notamment les femmes. Ils viennent de toute la région avec leurs animaux, vaches, moutons, oies et surtout chameaux. Ceux-ci sont nettoyés et décorés avec soin. Certains portent colliers et bijoux d'argent. Et avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Le temps sera froid avec des pluies sur le nord et localement le centre et le sud-est. Le vent de secteur ouest sera fort de 40 à 50 km/h et dépassera les 100 km/h près des côtes. La mer sera très agitée à forte et les températures maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés sur le nord et le centre et entre 20 et 24 degrés sur le sud. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Passez une bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain.